Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Alors s'il y a bien un sujet, je dirais aussi passionnant qu'énigmatique dans notre monde, puisqu'il est difficilement explicable, je dirais, d'un point de vue rationnel, mais selon moi qui prend tout son sens si on imagine évoluer dans une matrice, c'est bien celui de la géométrie sacrée. Alors donc pour développer ce sujet en votre compagnie aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur Horus Éric Le Saint. Salut Bonjour. Éric. On se Comment retrouve vas-tu? une fois, voilà. On se retrouve, oui, c'est pas la première fois qu'on fait des petits Skype ensemble, Eric. Voilà. On avait fait quelques vidéos sur Monde Mystérieux hein, avec Hervé, où tu nous avais abordé ce sujet de la géométrie sacrée et de tes découvertes, que je trouve passionnantes. Donc voilà, moi je comptais te faire revenir sur Horus, parce que depuis, hein, comme tout chercheur, hein, tu t'es pas arrêté à tes premières C'est vrai. découvertes. Tu as continué de creuser le sujet, tu as découvert de nouvelles choses, voilà. Donc À partir je du voulais moment où on a une petite clé, a priori, ça C'est marche. ça, quand tu trouves le fil, après, bah, il n'y a plus qu'à à développer la bobine, continuer à tirer sur le fil et on découvre des nouvelles choses. C'est ce qui est passionnant dans ces recherches alternatives, je dirais. Bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, Eric, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi, je me présente, alors ce que je disais, hein, je suis pas archéologue, je suis pas égyptologue ni historien. Je me considère simplement artiste, c'est-à-dire que je m'autorise tout. Je me laisse plutôt aller au gré de mon inspiration, comme quand je fais une musique ou j'écris une chanson. Voilà, je me laisse aller au gré de mes inspirations, puis tout d'un coup, boum, il y a un truc qui arrive, et puis on essaye, et puis ça marche pas, mais en général, ça marche. Donc Mhm. voilà, l'inspiration est en général bonne. Donc je me considère donc plutôt artiste et inspiré. Voilà. Ok. Et, Oui, vas-y, excuse-moi. donc j'essaie de travailler différemment des autres. Par l'inspiration, j'ai trouvé méthode pour travailler. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec des cercles. Mhm. Et puis, j'essaye de ne pas me cantonner à montrer qu'on a des alignements qui associent des corrélations. J'essaie de donner un sens à tout ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est de donner un sens et montrer à quoi ça sert. Et ça, je fais des conclusions. C'est ça qui, à mon avis, qui est intéressant. Ok. Oui, donc en fait, tes découvertes peuvent quand même être, on va dire, dérangeante du point de vue de certaines personnes, parce qu'en effet, lorsque tu expliques, selon toi, que les pyramides ont été conçues et implantées d'une manière bien prévue dès l'origine, Voilà. alors que la thèse officielle hein, aujourd'hui voudrait que les pyramides soient des tombeaux, des cénotaphes construits par des différents pharaons et chacun s'est fait son petit chantier de son côté, à gauche, à droite, là où on pouvait, d'une manière un petit peu erratique, un petit peu éparpillée sur toute la rive gauche du Nil. Et en plus, ils ne connaissaient pas le maître. Donc évidemment, ça pose de sérieuses questions lorsqu'on découvre ce que tu vas nous faire partager ce soir. Alors, ils connaissaient pas le maître parce qu'ils l'ont pas découvert. Alors nous, ce qui est exact, ce qui existe, c'est ce qu'ils ont découvert. Donc, s'ils sont pas assez ingénieux pour trouver autre chose, on doit s'adapter à leur connaissance. C'est ça qui est le problème. Alors, pour moi, c'est quoi un zététicien ou aujourd'hui la science? Euh, donc, nous, quand ça n'existe pas, on accepte tout. Et eux, quand on n'arrive pas à prouver, ça n'existe pas. Si j'allais avec un zététicien au bord de l'eau et qu'on n'avait jamais vu de poisson, je leur dirais, ben, peut-être qu'il y a des êtres vivants dans l'eau. Et ils vont nous dire, non, c'est pas possible. Il faut des poumons. Si on n'a pas de poumons, on ne peut pas respirer, donc il ne peut pas y avoir de poisson. Et ça, c'est leur logique aujourd'hui intellectuelle. Et si on leur monte un poisson, ils vont se dire, ah, peut-être qu'on peut déjà bosser là-dessus, peut-être que voilà. Et si on n'a pas prouvé qu'il y a quelque chose qui vit, eux, par rapport à leur logique intellectuelle, c'est pas possible parce qu'il faut des poumons. C'est exactement la logique qu'on a aujourd'hui. Mhm. Alors, j'étais pas inquiet, mais bon, j'étais un petit peu en retrait parce que je savais qu'il y a un film qui arrivait, qui était le Grand Virage. C'était Le Juge de paix, c'est ce film qui allait arriver, qu'on annonçait depuis 2 ans, qui allait donc résumer les recherches archéologiques officielles et conventionnelles jusqu'à aujourd'hui. Et là, les alternatives que nous allaient disparaître de facto, puisqu'ils allaient tout nous montrer. Et j'ai vu ce film, et là j'ai compris qu'on avait toute notre place, parce que j'ai jamais vu autant de poncifs. Par exemple, il nous explique, par exemple, que c'est Khéops qui a construit la pyramide. Là, ils ont menti par omission, parce qu'il y avait le papyrus de Mérer. Et avec le papyrus de Mérer, c'est marqué de... Et quand j'ai discuté en privé avec des archéologues,
Je leur ai dit, c'est pas marqué construction, ça peut être aussi rénovation. Et c'est là qu'ils me dit, oui, oui, c'est vrai, ça peut être rénovation. Donc ils le savent très bien, mais ils le mentent. Ils le mentent par omission. Donc c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, voilà, c'est pas correct. Ils le savent que dans le papier MRR, c'est pas une preuve, mais ils l'avancent quand même. Après, ils vont quand même, ils vont quand même te parler des fameux graffitis Les qui sont graffitis, présents c'est pareil. Les graffitis présentés. dans les chambres de décharge, dites de Alors, décharge, hein, au-dessus de la chambre du roi dans la Grande Pyramide. il y a les cartouches qui nous montrent en photo. Mais bien sûr, ils refusent de les analyser, parce qu'il y a quand même des pigments dans la peinture. Oui, Pourquoi, oui. pourquoi est-ce qu'ils refusent d'analyser les pigments? Alors ça, il faut savoir que ça a été analysé, mais je crois que c'était deux chercheurs allemands, je crois, hein, Allemand qui avait fait. qui avaient demandé aucune autorisation, qui avaient fait ça un petit peu à la barbare. Et puis Ouais. du coup, on a invalidé leur prélèvement et les données qu'ils avaient recueillies dessus parce que justement, ça n'avait pas été fait de manière conventionnelle, etc., etc. C'est bien dommage. Surtout, ça a été fait. C'est surtout que C'est surtout que ça a été fait. Voilà. Peut-être que c'était Donc, plus dérangeant. Donc, ils ne veulent pas dater les pigments. Et après, ils nous parlent de dessins ou de graffitis qui seraient sur les angles de pierre qui prouveraient que ça a été fait avant la pose des pierres. Mais ceux-là, on ne les a jamais vus en photo. Personne ne les a jamais vus en photo. On doit les croire. Moi, je voudrais bien voir les photos de ces graffitis. On nous demande des petits dessins, mais on n'a jamais vu ces graffitis. Donc aujourd'hui, on n'a aucune preuve. Et peut-être qu'aussi que Khéops a pris le nom de la pyramide, comme M. Moulin a pris le nom d'un terrain, a pris ce nom-là parce qu'il y avait un moulin à côté. Pourquoi ça ne serait pas l'inverse? Ça peut être aussi Khéops qui est rentré dans la pyramide, qui a vu ce cartouche et qui a pris le nom de la pyramide. Hein. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve. Voilà. Alors j'ai vu aussi, sur France 2 l'autre jour, je regardais un truc sur Ramsès, où il montrait la momie de Ramsès, et après il montrait les statues. Et la fille dit, mais c'est pas du tout ressemblant, c'est normal, parce que la statue doit représenter le plus beau, le sublime du pharaon. Donc ça, c'est bien Ramsès, mais ça ne ressemble pas du tout. Mais si c'est le sublime, tous les pharaons devraient ressembler à la statue, parce ils ont vu que le plus sublime, ça serait cette forme de Ramsès. Donc ça ne peut pas être plus beau, donc tous les pharaons auraient dû avoir la même statue. Tout ça, c'est... C'est vrai. Mais il y a des choses incohérentes dans ce qu'ils expliquent. Bon, Donc, voilà. je vais leur expliquer tout à l'heure avec les pyramides. Il n'y a que des incohérences dans ce film-là. Ils nous disent pourquoi est-ce qu'on a réussi, on a la preuve qu'on a ramené des pierres de 50 tonnes ou 60 tonnes d'Assouan jusqu'à Gizeh. C'est quoi la preuve? Ils nous montrent le domaine de la Roche-Chauffée en disant, puisqu'ils ont été capables de faire ça, on a réussi à ramener des pierres. Mais comment est-ce qu'ils ont construit le dolmen de la Roche-Chauffée? C'est que des poncifs comme ça. Alors là, maintenant, avec ma théorie, Ça me rappelle Éric Gontier dans l'RDP. Mais c'est possible parce que c'est là. Et si c'est là, ouais, c'est parce que c'est réalisable. Hein. Donc on tourne en boucle. Voilà. C'est totalement exclu. C'est totalement exclu. Donc, est-ce que tu veux, je dirais, survoler déjà ce que tu nous avais présenté Ce que je vais faire, je vais montrer 2-3 trucs sur les rapports Terre-Lune, tout ça. Oui, je veux bien, oui, justement. Voilà, pour montrer un petit peu des choses assez extraordinaires. Et puis après, on va attaquer le début de ma conférence. Je ne vais pas la faire ici, parce que mon but, c'est de la présenter en visio ou surtout chez l'habitant. Hein, donc, si vous voulez voir la conférence entière, bah, vous m'invitez. Hein, je viens. Le but, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de partager mes connaissances. Eric est un conférencier qui vient à domicile. Voilà, moi, j'aime bien bouger. J'ai acheté mon petit van Volkswagen pour bouger sur toute la France. Et ce que je veux, c'est partager avec vous et vous montrer que les pyramides ont bien un plan d'ensemble et elles ont été construites au système métrique. Et leur forme, c'est pas. Voilà, je vais déjà. Non, donc du coup, on va pas spoiler ta conférence. Mais on va commencer le début. On va appâter les gens, on va dire. Des choses très intéressantes. Voilà. Déjà, ça va faire mal. Voilà. Et puis là, je vais simplement montrer, je vais partager l'écran. Vas-y. Et montrer 2-3 choses. Donc là, je vais expliquer 2-3 choses qui me paraissaient intéressantes et qui m'ont permis de continuer mes recherches. Si je prends ici le diamètre de la Terre au pôle, 12 714. Je prends le diamètre de la Lune, 3 474. On a le nombre d'or, donc un 618. Donc je fais des virgules, bien sûr. Donc, c'est pas tout. Si je prends la Terre, ici, une circonférence de 40,046, donc c'est circonférence moyenne, et que je la déroule sur une droite, on l'a sur cette droite bleue,
Et après, cette terre-là, je vais mettre dans un carré qui va faire donc comme côté le diamètre de la terre moyen, 12 742. Donc j'ai 4 fois 12 742, bien sûr, pour avoir le périmètre. Et ce périmètre rouge, je vais donc le déplier sur une droite, comme j'ai fait pour la circonférence. Voilà, c'est cette droite rouge. Donc là, cette droite rouge correspond au carré, et le bleu correspond au rond. Circonférence et périmètre, je soustrais les deux. C'est le trait jaune qu'on va voir ici. Et le trait jaune, il fait exactement 10 922 km. Et la Lune fait 10 921 km. Donc le carré qui contient la Terre contient aussi la Lune. C'est assez dingue. Oui, mais on sait hein, qu'il y a un rapport carré-cercle avec la Lune. D'ailleurs, il y a un petit dessin derrière moi qui vous rappelle que si vous inscrivez un cercle dans un carré, la surface du cercle moins celle du carré, vous obtiendrez 27,32%. Et c'est exactement le 27,32, c'est exactement l'orbite, le temps de jour moyen de l'orbite de la Lune autour de la Terre. 27,32 jours, et sachant que la Lune tourne sur elle-même en 27,32 jours également. Voilà. Et là, on l'a en circonférence. Là. Donc, voilà. Et donc, si je multiplie le diamètre de la Terre par le diamètre de la Lune fois 3,14, ça me donne le diamètre du Soleil. Donc, je fais encore des virgules. Donc, mais le diamètre du Soleil, c'est diamètre de la Terre fois diamètre de la Lune fois 3,14. Ok. Voilà. Alors, si je prends 59,68, donc c'est le carré. Périmètre du carré. Que je divise par le nombre d'or, ça me donne 315. Et 315, c'est l'axe ici qui me coupe le carré en deux, hein, c'est 315 degrés. Et ce qui est un dingue, c'est que ce trait noir qui coupe les deux carrés en deux fait exactement 18 000 km, pile. Donc il y a deux carrés, ça fait 360. Et 18 000. Le nord-sud ici, 180 degrés. Alors, je me suis amusé aussi à mesurer à voir ce qu'on pouvait faire avec les pyramides. Donc Khéops, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Si je prends alors ça j'ai pris les codes sur un site qui s'appelle Le Merveille du Monde. Donc j'ai les codes de Kephren de 115,16 et les codes de Mykérinos qui n'est pas tout à fait carré, hein, 104,6 et 102,2. Et si j'additionne les périmètres de Kephren et le périmètre de Mykérinos, j'obtiens 1274,24, c'est-à-dire le diamètre de la Terre, hein, 12 742, en faisant fi des virgules. Voilà. Donc diamètre. Ça, c'est fort aussi. Voilà, périmètre de Kephren plus périmètre de Mykérinos, ça me donne aussi le diamètre de la Terre, et on trouve le diamètre de la Terre aussi dans Khéops. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ceux qui nous appellent les pseudo-archéologues ou les pyramidiaux se foutent de nous parce qu'on trouve le nombre d'or, phi, pi, partout dans la pyramide de Khéops. Et ils nous disent que s'ils voulaient mesurer ma salle de bain, ils trouveraient aussi le nombre d'or partout, et puis Jean-Pierre Adam le trouverait dans un tabouret. Alors, il y a 7 pyramides qui sont encore en état. Moi, ce que je propose aux archéologues officiels, c'est de prendre Mykérinos, de prendre la pyramide rouge ou la rhomboïdale, et de nous trouver le nombre d'or, phi, pi, puisqu'il n'y a pas besoin d'un tabouret, il suffit de prendre une autre pyramide. Oui, si on peut le trouver dans une salle de bain, on peut le trouver dans une autre pyramide. Alors, puisque nous, on le trouve que dans Khéops, et eux, ils disent qu'on le trouve partout, donc je les mets au défi de le trouver dans Mykérinos ou d'un pyramide rouge ou de la rhomboïdale. Oui, mais malheureusement, il faut avoir une passion pour aller rechercher ces chiffres. Il faut se creuser un peu la tête. Et ils ont peut-être pas envie de vouloir se creuser la tête pour démontrer quelque chose qui les dérangerait. Quoi. Bon, non, mais ils sont toujours dans des poncifs, c'est-à-dire on peut le trouver partout. Bah, faites-le, c'est tout. Oui, c'est ça. On n'en parle plus. Voilà. Moi, je ne vais pas me justifier on le trouve dans Khéops. Je ne vais pas me justifier pourquoi est-ce qu'on le trouve dans Khéops. C'est à eux que se justifier. Pourquoi est-ce qu'on peut en disant on va le trouver partout. Bah, faites-le, c'est tout ce que j'ai à leur dire, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Parce qu'ils ne le trouveront pas. Mais je les invite à voir ma salle de bain s'ils veulent. Ouais, voilà, donc c'est des petites choses que je voulais montrer assez sympathiques. Ce que j'avais vu aussi, c'est si on prenait donc sur Khéops, longueur, largeur de Khéops avec le socle, fois, et donc par 3, hein, 231,50 par 231,50. Par 231,50, on obtenait encore l'inverse du nombre d'or, c'est-à-dire le cube, hein, la longueur de Khéops avec le socle au cube, on obtient l'inverse du nombre d'or.
Non, on note l'inversion order x2. Soyons précis, attention, Voilà, soyons x2, précis. parce qu'on va me dire, ouais, c'est 12 000 et quelques. Non, c'est x2. Voilà. Mais voilà, c'est des petits trucs. Alors, moi, mon but, c'est pas de prouver des choses, c'est de montrer qu'il y a tellement de corrélations. Alors, ça peut être le hasard, mais dans ces cas-là, il faut le démontrer avec la probabilité, parce que les zététiciens se servent de toutes les sciences, sauf la probabilité et les statistiques. Pourquoi? Alors que Ce qui est bien c'est la dommage. seule qui peut nous démonter. Parce qu'ils nous Voilà. disent que c'est du hasard. Donc, si c'est du hasard, c'est qu'ils ont calculé la probabilité. Mais non, ils n'ont pas calculé la probabilité. Donc, ils ne sont plus zététiciens. Mhm, mhm. Voilà. Donc, moi, j'attends qu'on me dise on a telle probabilité d'avoir telle chose et telle chose. Et puis, mais ils ne le font pas. Et c'est la seule chose qui peut détruire notre travail. Pas des supputations comme ils font ou des insultes, parce qu'on est rendu à des insultes aujourd'hui. J'ai vu des. Malheureusement. Mhm. J'ai vu des mots comme crétin et tout ça, bon, c'est un peu lourd. Nous, on n'explique pas comment a été construite la Tour Eiffel, puisqu'ils nous le prouvent, mais la pyramide, ils sont incapables de nous prouver, donc on a le droit quand même de chercher, puisqu'ils ne sont pas capables. Bah, moi, je dirais, à partir du moment où on n'arrive toujours pas à comprendre comment ce monument a été construit, hein, je parle de la Grande Pyramide, bon, voilà, hein, moi, le débat est clos. Hein. Si vraiment ils savaient tout sur tout, ils avaient compris tout, et que nous sommes des pyramidiaux qui essayons de trouver des choses farfelues dans des endroits où il n'y a pas à les trouver, moi, je dis, bah voilà, expliquez-nous d'un point de vue voilà, architectural et mise en œuvre, etc., tous les moyens développés pour construire une grande pyramide et comment on fait et comment ils ont fait. Et après, moi, je m'incline, je dis OK, OK. Mais pour l'instant, on a encore aucune idée par rapport à sa conception. Ils ont tout résumé dans le grand virage, donc le grand virage, c'est l'état actuel de les connaissances, donc il y a vide, c'est vide. C'est Mhm. vide et on va le prouver de toute façon, on va continuer à le prouver. Donc on va passer maintenant au début de la conférence sur les pyramides. Donc Donc, celle que tu vas proposer dans. donc, j'ai présenté en visio avec l'Observatoire du réel, que je vais Mhm. présenter. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'Agora. Je vais la présenter en avril, mais OK. en conférence présentielle. Donc, c'est à Paris. Ouais, c'est sur Paris. OK. Je mettrai les liens sous la vidéo. Voilà, c'est Voilà. à l'Agora. Parce que Donc, 19 je avril. présume qu'il faut réserver à l'avance. Oui, il faut réserver. Donc, Et puis je après, mettrai les liens. si vous voulez que je me déplace, il n'y a pas de souci. On se réunit une dizaine, une quinzaine, et puis on regarde tout ça. Donc, je vais commencer à vous montrer des choses assez particulières que mes découvertes, hein, des choses inédites sur les pyramides. Donc, la clé du mystère, voilà. Comment ont été positionnées les pyramides et pourquoi elles ont été positionnées à cet endroit-là. Et je fais une remarque, on voit bien en bas, tu travailles avec le logiciel Google Earth, Voilà, Google. qui nous donne vraiment C'est intéressant. des. Voilà, c'est ce que je fais, tout le monde peut le faire. Donc, je ne peux pas me cacher, puisque tout le monde peut faire ce que je fais, recopier, prendre mes bases et refaire. Alors, la clé du mystère. Alors, on va voir où ont été construites les pyramides. Alors, en gros, il y a eu pendant 3500 ans, il y a eu 36 dynasties qui ont développé l'Égypte et qui ont fait des pyramides. Donc, ça a duré 3500 ans. 35 dynasties. Donc, on a trouvé des pyramides à Éléphantine, donc à côté de la carrière d'Assouan, où il y a l'obélisque inachevé, à 600 km de Gizeh. Et de Fou, on a des pyramides. Alors, Kouy, elle est intéressante, parce qu'a priori, c'est le seul qui n'est pas au nord. J'ai vu, elle est pas positionnée nord-sud. Et puis, on a surtout des pyramides ici, au nord de l'Égypte, donc Awara, El Laoun, Medoum, bien sûr, Licht, Mazougna, Dachour surtout, Saqqara, Gizeh, Abou Rawash. Et on a Toura, donc ce qui est jaune, c'est les carrières. Donc on a les carrières de granit à Assouan et le calcaire à Toura, donc rive droite, hein, alors que toutes les pyramides sont à gauche. C'est ça qui est intéressant. À chaque fois qu'on veut construire quelque chose, il faut traverser le Nil. Donc voilà ce qui a été construit en 35 dynasties, en gros, en 3500 ans. Donc Toura, c'était la carrière de calcaire qui était de très très bonne qualité et qui servait principalement pour le parement. Alors, il y a 7 pyramides qui sont encore en état. Mykérinos, Képhren, Khéops, Gizeh, vous les connaissez. Djéser. La pyramide rouge, qui ressemble à Képhren. La pyramide de Médoum. Alors Médoum, elle a deux noms. Elle s'appelle Médoum et elle s'appelle aussi Dje Snefrou. La pyramide rhomboïdale,
Donc j'explique dans ma conférence pourquoi elle a cette forme-là. C'est pas parce qu'il y a eu un défaut de construction. On en avait parlé ensemble. Hein. Les Ouais, crétins, ils sont partis avec une base hyper pentue. voilà. Et en cours de chemin, ils se sont dit ah ouais, mais là, ça va être trop, les gars. On arrête tout, on Sans casse la pente. ordinateur, Parce que sinon, on va arriver à 300 mètres de haut. Là, on est mal barré. et sans ordinateur, ils ont été capables de modifier toute la pente comme ça sans plan. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon. Alors, donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu 35 dynasties. Et les 7 pyramides qui sont encore en état, c'est les premières, c'est-à-dire 3e et 4e dynastie. Après, ils ont été capables de faire que de la merde. Pourquoi? On ne sait pas. Et oui, alors, c'est vrai qu'il y a une dégénérescence dans la fabrication des pyramides, c'est assez flagrant. Mais entre Versailles et Faubourg, ouais. Mais on trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce principe un petit peu partout sur la planète. Voilà. Notamment au Machu Picchu, on voit bien les fondations, c'est des énormes blocs assemblés d'une manière très très précise au scalpel. Hein, et plus on monte dans le temps et on arrive tout en haut, les dernières rangées, c'est des petits blocs qu'on pouvait manipuler aisément et qui ont été un petit peu posés à la Wallogen. Voilà. Alors, la chronologie officielle des pyramides. Voilà. Alors, pour les archéologues, c'est Djéser qui a été construite la première. Alors, Djéser, c'est intéressant, c'est que toutes les pyramides avant, elles étaient construites à Abydos, des pyramides. C'était des niches à chiens ou des espèces de petits igloos pour enterrer les morts. Et puis, tout d'un coup, il y a Djéser qui est arrivé, et à 415 km d'Abydos, il s'est décidé à construire une pyramide. Pourquoi aussi loin de celle de son papa et de son grand-papa, on ne sait pas. Et pour les archéologues, il n'y a qu'une seule explication. Pourquoi est-ce qu'il a fait un truc aussi gigantesque? C'était parce qu'il était mégalo. Djéser était mégalo, donc il a fait un monstre. Alors, j'ai essayé d'expliquer un petit peu le discours des archéologues. Alors, j'imagine, en moins 2500 ans avant Jésus-Christ, un type qui va voir Djoser, il dit « Bonjour Djoser, félicitations pour votre élection ». Et Djoser lui dit « Mais non, je n'ai pas été élu, moi j'ai hérité de mon père ». « Ah bon, vous n'êtes pas présenté, vous n'avez pas fait de campagne ?»« Ah non, 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 moi j'ai pas fait de campagne, le seul qui a fait une campagne ici en Égypte, c'est Napoléon. » « Qui ça ?» Napoléon, vous connaissez pas? Non, 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 il n'y a que Napoléon. Moi, j'ai pas fait de campagne. Je suis un pharaon. J'ai hérité de mon père. Ah ouais. Et vous, vous êtes qui? Ah ben moi, je m'appelle Imhotep. Je suis un architecte. Ah ouais. Ça tombe bien. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour développer l'Égypte? Ah ben moi, je voudrais faire une tombe. Ah, c'est génial ça. Fallait penser. Même Macron, il n'y a pas pensé. Une tombe pour créer des emplois. Génial. Mais vous pouvez faire ça, Imhotep? Oh ben oui, ça serait pas facile. Il me faut 30 000 personnes, il faut qu'on fasse un port, il faut qu'on fasse des routes, il faut qu'on fasse l'intendance, qu'on trouve des paysans. Moi, je pense qu'on va y arriver. On va former 30 000 ouvriers, inventer les outils. Vous me donnez combien? 30 ans. Ah ouais, bon, je vais essayer quand même. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. En 30 ans, le mec, il a tout inventé. Il a inventé les écoles de formation, les outils, faire les routes, tout. C'est assez dingue. Alors, oui, parce qu'on sous-estime l'ampleur d'un chantier tel qu'une pyramide. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Ah, voilà. On faisait des trucs en briques rouges et on était capable de faire un truc comme ça. Et puis Djéser, il a disparu. Il y a eu deux, trois frères et successions qui ont fait encore des petits trucs, des cabanes à chiens. Et puis tout d'un coup, il y a Snéfrou qui est arrivé. Alors lui, Snéfrou, c'est pareil. Alors lui, c'est un gros mégalo, hein, Snéfrou. Alors lui, Snéfrou, il s'en est fait 3, mais il en voulait une au début. Alors, il y a deux versions. Il y a la version où il voulait faire d'abord Médoum et la version où il voulait faire la rhomboïdale d'abord. Bon, peu importe, on va faire la rhomboïdale. Et donc les gens sont allés voir Snéfrou et ils lui ont dit, mais voilà, c'est beau, vous êtes pharaon, vous avez un projet pour l'Égypte? Ah ouais, je vais faire une tombe. Ah, c'est génial, ça fait créer des emplois. Et ils sont partis justement pour créer des emplois, faire une immense pyramide. Et puis l'architecte lui dit, mais on l'a fait où? À côté de Saqqara, à gauche, à droite? Ah non, 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 on l'a fait à Dachour. À Dachour, mais vous êtes fou. C'est à plusieurs kilomètres. Ben oui, mais je la veux là-bas, moi, je la veux là-bas. Vous vous rendez compte, il va falloir refaire un port, il va falloir refaire des routes, il va falloir refaire, je sais pas, des milliers de maisons pour les 30 ou 40 000 ouvriers, il va falloir refaire toute l'intendance, les paysans. Les rebelotes, on recommence tout. Voilà. C'est tellement simple de la faire à côté. Ah bah non, 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 moi je la veux là. Ah bon. Donc ils la font là. Ils font la rhomboïdale et, je sais pas, et en 30 ans, ils en ont construit 3, donc on va dire 10 ans. Ils ont fait tout le port, ils ont tout fait et ils ont été capables de faire la pyramide. Et Snéfrou arrive, il dit, mais j'en veux pas, elle est pas belle. Et déjà, la rhomboïdale, c'est un beau bébé. Hein.
Ouais, et puis ça n'a rien à voir. On n'a jamais fait ça non plus. C'est un nouveau truc. Et Snefrou dit j'en veux pas, j'en veux une autre. Non, elle est mal faite, vous n'avez pas respecté les pentes, non, j'aime pas. Elle me plaît pas. Elle me plaît pas. Voilà. Donc moi, j'expliquerai bien sûr pourquoi elle a cette forme-là. Et il a dit j'en veux une autre. Bon, on l'a fait à gauche ou à droite? Ah non, non, on l'a fait pas là. On l'a fait à Médoum. Ah bon? C'est reparti. Pour commencer, vous êtes fous. On en refait un port, on refait un village. On fait les... Voilà. Et ben voilà. Les routes, on fait tout. Voilà. On est parti à Médoum et on recommence. Voilà, la tendance, c'est assez compliqué, mais bon, ils y vont. Alors voilà, on va à Médoum, on fait un autre truc complètement différent. Et là, au bout de 10 ans, elle est finie. On appelle Snefrou parce qu'il ne vient jamais sur les travaux, il n'a pas le temps. Hein. Il vient voir, puis c'est peut-être trop loin. Et puis la voix, il dit, mais j'en veux pas. Elle est pas belle, j'en veux pas. J'en veux une autre. Ah bon? Tu la veux où? À gauche ou à droite de Médoum? Ah non, 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 moi je la veux à côté de l'autre. Ah ben, c'est bien. Donc, on va faire une pyramide rouge à côté. Donc, comme on avait laissé il y a 10 ans avant les infrastructures, on a remis tout en état. On a emmené les 30 000 ouvriers. Alors, on n'avait pas de papyrus, mais on avait des papybus. C'était pareil. Donc, ouais, c'était les bus de l'époque. En papybus, on les a ramenés jusqu'à la pyramide rouge et on a construit la pyramide rouge. Donc, voilà. Voilà. Et j'expliquerai à quoi correspond la pyramide rouge. Et puis c'est pareil, après, il y a eu Khéops qui est arrivé. Heureusement qu'il n'a pas vécu plus longtemps, Snefrou. Hein. Il s'en serait fait le 4e, lui. Ah oui. Ah ben, il y en a d'autres. Il en a fait d'autres dans le delta du Nil. Ah non, il en a fait d'autres. Hein, si tu regardes bien, il en a fait 5-6 autres. Ah ouais. Ah ouais, c'était un vrai pyramidio, lui, hein, pour le coup. Ah, oui. Et quand Snefrou est décédé, il y a eu Khéops, ce qui est arrivé. Et Khéops, on lui a dit, tu as un projet pour l'Égypte? Ah ouais, je vais construire une tombe. Ah, génial, on l'a fait où? À gauche ou à droite? La pyramide rouge? Ah non, on l'a fait pas là. On l'a fait à Gizeh. À Gizeh. J'aime bien l'endroit à la Bosse, sympa. Mais pourquoi à Gizeh? Ah ben, c'est là que je suis sorti en boîte la première fois. Donc, quand je vais être en boîte, autant que ça soit au même endroit. Voilà. Et donc, on a fait celle-là. Et une fois qu'elle a été construite, il a eu un fils. Et son fils, on lui a demandé où tu vas faire ta pyramide pour créer des emplois. Il dit, ben non, je ne vais pas la faire à côté de celle de papa, je vais la faire un peu plus haut, à Bouraouache. Et il a fait Gédéfré. Donc, on est reparti pour reconstruire un port, les infrastructures, tout ça. Ah oui, mais il donnait du boulot au peuple, c'est bien. Il occupait tout le monde, hein, impeccable. Et puis son demi-frère, il a dit, ben non, on va retourner là-bas. Donc, ils ont tout ramené ici. Voilà. Kefren. Voilà. Kefren, et puis Mykérénos. Et puis, donc, c'est de plus en plus petit. Puis après, comme par hasard, on a reconstruit des trucs en briques rouges pendant 35 dynasties. Voilà. Il y a eu 3-4 folies de mégalos, et puis après, on est retrouvé. Alors, bien sûr, on ne les a pas construites comme un mec avec un lotissement. Hein. On a continué la débilité en en faisant une à 20 km, 30 km, pour refaire des ports, tout ça. Voilà. Et ça, alors, si on calcule, voilà, le mec qui doit calculer les coûts, ingénieur, il dit, mais non, on ne va pas déplacer des pyramides de 30 ou 40 km à chaque fois qu'il en fait une. Il faut tout reconstruire, c'est pas possible. Voilà. Donc, pour moi, cette logique-là ne tient pas. Et j'ai posé des questions à des archéologues, pourquoi Snefrou a construit ces pyramides et en combien de temps? Personne n'est foutu de me répondre, sauf par les insultes. Voilà. Donc, un petit topo des 7 pyramides qui sont là, et puis le sphinx qui est là. Et moi, je vais vous donner ma chronologie, et on va commencer à expliquer 2-3 choses. Voilà. Alors, pour moi, la première pyramide, ce n'est pas Djéser, c'est la plus nord, c'est Djedefré. Et je vais vous expliquer que Djedefré n'est pas une pyramide. Djedefré, c'est le bureau des architectes. C'est là qu'étaient les architectes. Et je vais vous expliquer avec un petit PowerPoint qu'est-ce qu'il y avait exactement à Djedefré. Donc, on va couper et on va passer au PowerPoint. Alors Djedefré, hein, on retrouve, on va dire, une base carrée, hein, les ruines d'une base carrée, et donc qui nous font penser aux ruines d'une ancienne pyramide qui se serait soit écroulée ou on aurait tapé dedans pour. Pour moi, c'est pas une pyramide. Comme carrière. Alors justement, ton explication est intéressante par rapport à ça. Voilà, donc on va reprendre les pyramides qui sont encore en état. Donc Médoum ou Djemédoum.
la rhomboïdale, la rouge, Gizeh et Djéser. Et on va rajouter Djé des Frais. Donc ça, c'est les pyramides qui vont nous intéresser, c'est celles qui sont en état 3e, 4e dynastie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a Djé des Frais, Djé Medoum et Djéser. Donc vous voyez déjà, il y a 3 Djé. Intéressant. Et vous voyez que le Djé, en général, c'est des pyramides en palier. Ce n'est pas des pyramides qui sont lisses. À face lisse. Voilà. Alors, mon explication, elle est là. Donc ça, c'est des symboles égyptiens. Vous avez l'angle que tout le monde connaît. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle un djed. Alors le djed, pour les Égyptiens, ça représente l'ossature, la stabilité. C'est très, très important. Je pense que quand on a fait Djéser, on a voulu représenter un djed. Hein, tout simplement. Et dans la cartouche de Djé des Frais, on a aussi le djed. Voilà. Et c'est-à-dire on peut subdiviser les pyramides comme ça. Les 3 qui ont servi d'ossature à tout ce plateau égyptien, Djéser, Djesnefrou ou Medoum et Djé des Frais. Ça, c'est simplement l'ossature. Et les pyramides qui nous intéressent, qui ont un rôle, c'est les pyramides de Gizeh, la rouge et la rhomboïdale. Donc la Djéser, Djesnefrou, Djé des Frais, donc les djeds, les piliers, les ossatures, sont au service des autres pyramides. Voilà, c'est ce que je vais développer, expliquer factuellement. Alors c'est un petit schéma qu'il faudrait vérifier, hein, je l'ai fait vite fait, mais donc Napoléon avait dit que si on faisait démonter la Grande Pyramide, on pouvait faire le tour des côtes françaises, et je me suis amusé à voir ce qu'on pourrait faire si on démontait les 7 pyramides encore en état. Et on pourrait faire, donc avec un mur qui fait 1 mètre sur 1 mètre, on pourrait partir de l'Alaska jusqu'à la Bolivie. Ça fera à peu près 13 000 km. Donc ça représente quand même pas mal de cailloux. Oui, ça fait un paquet de cailloux. Ça c'est à vérifier, mais je pense qu'on doit pas être loin. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, on va rentrer en détail, que Djé des Frais n'est pas une pyramide, mais c'est l'endroit où étaient les architectes. Et on voit bien que de Djé des Frais, on voit toutes les pyramides. Hein, elle est plus haute. Donc on voit les 3 pyramides de Gizeh. Et on a une vue panoramique on a vu de une pyramide. Donc à 150 mètres du sol, hein, donc la hauteur de Khéops. Mmh. Donc on avait peut-être une pyramide, mais ou quelque chose qui allait à 150 mètres, mais ce n'était pas, un tombeau. On va dire que c'était l'horizon de Djé des Frais. Voilà, en rapport avec l'horizon de Khufu de Pierre. Ouais. Voilà. Donc on voit bien que Djé des Frais, on voyait toutes les pyramides, les 7 pyramides, les 3 de Gizeh, Djéser, la rouge, la rhomboïdale qui sont côte à côte, et Djé Medoum. Alors maintenant, on va travailler sur cette pyramide Djé des Frais. Pourquoi c'est la première? Je vais vous expliquer comment elle a été positionnée, parce qu'elle n'a pas été positionnée au hasard. Et avant, on va montrer que le Sphinx, qui est à mon avis la première structure qui est arrivée en Égypte, a été positionné par rapport au pôle Nord. Et Djé des Frais a été positionné aussi par rapport au pôle Nord. Donc vous allez voir des choses extraordinaires au niveau précision. Donc le Sphinx, sa position, j'ai dit impossible. Pour moi, c'est impossible. Et pourtant. Donc je mets la pointe d'un compas sur le pôle Nord, précisément. Vous pouvez le refaire chez vous. Avec Google Earth, c'est gratuit. Et je viens sur la tête du Sphinx. Voilà, bien sur la tête du Sphinx. Et vous regardez les chiffres qui sont, donc vous avez les rayons, 6684. Vous avez la surface, 12 755, 51 737, etc. Et la circonférence, 34 740. Le diamètre de la Lune, c'est 34 74. Donc si vous prenez la circonférence, vous avez exactement 10 fois le diamètre de la Lune en circonférence sur la tête du Sphinx, précisément. Hein, c'est incroyable. À quelques minutes près. Et la surface de la Terre, c'est 12 756. Et vous avez la diamètre de la Terre, c'est 12 756 à l'équateur. Là, vous avez 12 755. Et si je voulais 2156 précisément, je mets sur les pyramides, c'est normal, puisque les pyramides sont des terres, et le Sphinx est une lune, et que j'explique dans la première conférence. Donc non seulement vous avez le diamètre de la Lune sur la tête du Sphinx, mais vous avez aussi en surface le diamètre de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a corrélation entre le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune sur un cercle. Une petite question comme ça qui me vient. Est-ce que sur ce fameux cercle qui vient dont la pointe est positionnée au pôle Nord, est-ce que tu aurais trouvé des sites sacrés sur ce cercle? Non, j'ai pas trop. Non, sur l'axe, j'en ai pas trouvé sur l'axe.
Nord-sud, après, j'ai pas cherché au niveau. Bah, Sur la latitude, j'ai pas cherché. s'il y en a qu'on Google Earth, c'est qu'ils veulent, Voilà. ils veulent s'amuser. Moi, ça, voilà, je Ouais. soulève une idée. Et si je divise 6684 par le diamètre de la Terre, 12656, j'obtiens 52,40, donc je suis très très près aussi de la coudée. De la coudée. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc, si je déplace mon cercle sur ici sur Mykérinos, là j'ai mes 12756. Voilà. Les 12756 sont sur la pyramide. Et voilà. Alors sur une pyramide, Sur l'extérieur, c'est satellite, ouais, satellite. Sur les dernières, voilà, le Sphinx. Voilà. Donc c'est assez fabuleux d'avoir les deux mêmes chiffres avec le même cercle. La probabilité, messieurs les archéologues. Alors, maintenant on va parler de Gédéfré. Comment il a été positionné. Alors vous voyez cette droite violette, elle est assez intéressante. Donc Howard en parlait, c'est pas tout à fait la même que celle d'Howard parce que moi je Howard Quartz, hein, voilà, Howard Quartz. C'est une droite, c'est la plus longue droite qu'on peut faire sur la Terre. Alors, la différence entre la mienne et la sienne, c'est que moi, on passe jamais sur un lac. On passe jamais dans l'eau. C'est ça qui est intéressant. On croit sur la carte, mais vous pourrez la faire. On passe jamais dans un lac. Voilà. Elle est toujours sur la Terre. Voilà. C'est 15 000 et quelques. C'est la droite la plus grande qu'on peut faire sur la Terre. Hein. Voilà. En restant les pieds au sec. Voilà, même si ça fausse un peu l'image parce que je suis très haut, mais vous pouvez la vérifier. Et on voit que sur cette droite-là, on a la pyramide de Gédéfré. C'est déjà intéressant. Et on n'a pas que ça, on a Héliopolis, donc l'obélisque. Ça passe sur l'obélisque d'Héliopolis. Voilà, et Gédéfré. Alors, la distance entre le pôle Nord et Héliopolis, c'est 6667,70 km. Si je divise, donc si je multiplie 6667,70 par 6, j'obtiens 40 007. C'est la circonférence de la Terre au pôle. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Pôle Nord et Héliopolis, hein, sachant que 6, hein, si on divise un cercle de 3,14 par 6, on obtient la coudée. Donc un 6, voilà. La coudée, le nombre d'heures au carré, etc. etc. C'est la circonférence de la Terre au pôle. Donc 40 042 pour la moyenne et 40 075 pour équatorial. Donc déjà, premier indice, intéressant pour Héliopolis. Alors, je n'avais pas prévu d'en parler, mais on va en parler quand même. Le temple de Philae, il a été déplacé quand on a fait le barrage d'Assouan. Oui. Voilà. Pourquoi Donc le rouge, c'est recouvert par les eaux, ils ont déplacé tout le temple. Ils ont fait avec Abou Simbel. Donc le rouge, c'est où il était avant, et le jaune, c'est où il est maintenant. Donc on va prendre où il était avant. Alors maintenant, je vais repartir d'Héliopolis et je vais le relier à Gédéfré. Et vous regardez bien les distances. Donc on est sur l'axe, le plus grand axe violet de tout à l'heure, et on voit qu'on a 24,88 km. Et si je divise 24,88 par 0,8254, qui est le yard mégalithique, hein, voir les travaux de Quentin Leplat, vous obtenez exactement 30 milliards de mégalithiques. Donc entre le centre de Gédéfré et l'obélisque, on a exactement 30 milliards de mégalithiques. Et vous allez voir qu'au début, on a utilisé les yards mégalithiques, et après, on a utilisé le mètre. Donc, on a vu que Gédéfré était positionné sur cette grande droite. On a vu que l'obélisque était bien positionné par rapport au pôle Nord et qu'il était relié par le yard mégalithique à Gédéfré. Donc, c'est déjà beaucoup de choses. Alors, la circonférence de la Terre, c'est 40 075. Puisqu'on était en yard mégalithique, on va multiplier par 0,82 944. Ça nous donne 3323,9. Et on va regarder où est-ce qu'on arrive si on fait 3323,9 de Gédéfré vers le sud. C'est-à-dire qu'on a fait l'inverse. On est parti d'un point assez caractéristique et on a fait une droite de 3323,9, puisqu'on arrive exactement à l'équateur. Vous voyez les chiffres, vous pouvez les voir en même temps, 3323, 70, 66. C'est-à-dire que la distance entre l'équateur et Gédéfré, c'est la circonférence de la Terre multipliée par le yard mégalithique précisément, hein, parce qu'on travaille à quelques mètres près. Vous voyez, la direction, c'est 180 degrés, donc je suis vraiment nord-sud, 3323,66 au lieu de 3323,9, hein, vous m'excuserez pour les quelques mètres.
pour les pouillèmes. Mais je pourrais peut-être aller voir si sur place, il doit y avoir un petit arbre qui nous gêne. Il ne devait pas exister à l'époque. Donc, on a positionné J des Frais par rapport à l'équateur. Maintenant, on va le positionner par rapport au pôle Nord. Donc, on reprend notre 40 075 et là, on va le diviser par 6, puisqu'on a déjà divisé tout à l'heure par 6 pour l'obélisque. On va le diviser par 6 pour le pôle Nord. Et on va aller sur le pôle Nord. Et voilà, je pars de J des Frais. On doit avoir normalement 6679 jusqu'au pôle Nord. Et on a bien 6679. Voilà. Donc J des Frais, on l'a positionné avec le yard mégalithique. En rapport au pôle Nord et à l'équateur. Et à l'équateur. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et à l'obélisque, avec le yard mégalithique. Alors tout de suite, on va te reprocher, Eric, comment est-ce possible? Puisqu'il ne connaissait pas le pôle Nord, il ne connaissait pas l'équateur, hein, bon, selon les données officielles. Et comment faire des mesures aussi gigantesques sur Terre et pour aller positionner un monument, comment ont-ils fait? Ces gens-là ont exactement le même discours qu'au Moyen-Âge, en disant pourquoi est-ce que la Lune ou la Terre tournera autour du Soleil, puisqu'on ne peut pas le prouver. Donc ça s'appelle l'inquisition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de démontrer quelque chose, donc ça n'existe pas. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de regarder cette conférence et de me dire, ben voilà, au niveau probabilité, il y avait une chance sur 3 ou une chance sur 4. Si en probabilité, il y a une chance sur 1 million, ben, faut peut-être se commencer un petit peu à se remettre en question et dire, ben, peut-être qu'on n'a pas assez fait de recherche pour retrouver le maître. Mais là, ce n'est que le début de la conférence, après, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc voilà, donc distance pôle Nord, J des Frais multiplié par 6, ça donne circonférence de la Terre à l'équateur. Et distance pôle Nord Héliopolis par 6, ça donne la circonférence de la Terre au pôle. Alors, 6679, donc si je divise la distance pôle Nord, J des Frais par le diamètre de la Terre à l'équateur, 6179 par 12 756, ça me donne 0,52 35 967, c'est-à-dire exactement la coudée royale. Donc c'est peut-être là qu'ils l'ont trouvé, la coudée royale, tout simplement. Selon moi, la coudée royale a été définie par le maître. Ben, on l'a ici. On l'a ici. Là, on l'a ici. Ben, c'est une proportion parce que. Voilà. Oui, parce que mathématiquement et géométriquement, on en déduit, enfin, en partant du mètre, hein, on travaille avec 1 mètre cube ou des centimètres, on va en déduire la coudée royale. Donc là on l'a, de toute façon, par rapport au mètre. Donc là, tu réutilises le même outil que tu avais utilisé dans la première vidéo qu'on avait fait ensemble, ce fameux cercle. Alors là, c'est un petit cercle que j'ai fait qui part de J des Frais. C'est une option sur Google Earth, hein, je précise pour les personnes qui voudraient reproduire et éventuellement faire d'autres recherches avec ce système. Je crois, c'est ça, Eric. Hein, il y a un petit dans les outils Google Earth, on peut utiliser cette espèce de compas. Voilà. C'est marqué cercle, un polygone et cercle. C'est ça, voilà, un cercle. Alors, on avait vu que sur l'équateur penché, on avait l'île de Pâques et on avait bien sûr, tu en parlais tout à l'heure, relié Khéops ou peut-être le Sphinx. Mon avis, c'est plutôt le Sphinx, mais puisque c'est à côté à l'île de Pâques par le nombre d'or. Et là, moi, je relie donc J des Frais au temple d'Angkor. Vous voyez surface 618. Donc le temple d'Angkor est relié à J des Frais. Puisque le temple d'Angkor est aussi sur l'équateur penché. Donc on retrouve le nombre d'or ici. Et on retrouve cette surface, nombre d'or exprimé en mètres carrés. Voilà. On a vu que J des Frais était positionné par rapport à des rapports de la Terre sur conférence. Et quand on a la Terre, on a toujours quelque part la Lune qui est cachée. On va le voir ensemble où elle était cachée, cette Lune. Vous allez voir, c'est assez fou. Donc là, vous avez vu, il y a plein de traits. On n'en parle pas. Vous aurez l'explication si vous voyez la conférence, parce que les traits que vous voyez, c'est comment on a essayé de déterminer la taille et la position de J des Frais par rapport à d'autres sites. Ça, je l'explique très bien, à mon avis. Voilà. Alors, où est la Lune? Eh ben, je vais partir de J des Frais, du centre de J des Frais, et je vais prendre la longueur, le rayon de la Lune, c'est 1737 divisé par 10, 173,7. Et on voit qu'on arrive exactement ici, sur le rivage, sur les strands du delta.
Donc, vous voyez, je suis plein nord, hein, direction nord. On a 173,7 km entre Jet des Frais et la plage, c'est-à-dire 1/10 du rayon de la Lune. C'est incroyable parce que on se rend compte que Jet des Frais avait vraiment un emplacement sacré dans tout ça, quoi. Parce que Voilà. là, ça permet de faire ressortir la Lune, la Terre, les dimensions de la Terre, etc., quoi. Donc là, je fais Lune, ici, à partir de Jet des Frais. Alors, on va dire, c'est fou, c'est pas possible. Je n'ai pas dit que c'était possible, j'ai dit que ça existe, voilà. On le démontre, après, on en fait ce qu'on veut. Ça marche, voilà. Moi, Mhm. je dis simplement que ça marche. Je suis pas là pour prouver qu'on a positionné comme ça, mais C'est ça vrai marche. que ce cercle vient lécher les côtes du delta du Nil. Il y a plus fou, hein, mais ça, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, il y a encore plus fou. Non, on va pas perdre nos détracteurs, hein. On leur réserve encore on garde des cartouches, comme on dit. Il y a beaucoup plus fou. Alors, pour que ça soit relativement simple à comprendre, je vais passer Médoum, qui était la première pyramide qui a été posée après Jet des Frais. Et je vais vous expliquer simplement, ça va être beaucoup plus simple, la deuxième et troisième pyramide qui ont été posées, Rhomboïdal et Djéser, comment on les a posées. Hein. Oui, pour que tout le monde comprenne le principe que tu utilises justement pour démontrer la chronologie selon toi, de construction. Voilà. Alors, il faut simplement comprendre, c'est que toutes les pyramides ont été positionnées avec Jet des Frais et avec l'obélisque. Ces deux ensembles ont servi à positionner les pyramides. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un obélisque et pas une pyramide à Héliopolis? Parce que le but de l'obélisque, c'est de faire des cercles. Et donc, on va faire des cercles à partir de l'obélisque pour délimiter des zones géométriques. Et Jet des Frais va servir plutôt à faire des alignements ou des droites, des angles droits. Bah, ce Donc, qui vous paraît avez logique, puisque un obélisque, hein, ça nous rappelle la pointe d'un compas, quelque part. une pointe. Voilà. Donc, on a deux objets géométriques. On a Jet des Frais qui nous permet de faire des formes, des carrés. Et vous avez donc l'obélisque qui sert simplement à faire des cercles. C'est pour ça qu'ils ont des formes différentes. Et ça, je l'explique donc dans la conférence. Donc Jet des Frais, c'est le bureau des architectes. Et toutes les pyramides, toutes ont été positionnées grâce à ces deux lieux. Et on va commencer avec deux pyramides. On va commencer. Oui. Donc Eric explique plus en détail dans sa conférence justement l'emplacement de toutes les pyramides. Voilà. Là, on va vous faire voir sur deux pyramides comment ça fonctionne. Alors là, moi, j'ai relié donc Héliopolis à l'angle sud-ouest de la pyramide. Et vous voyez, on a un angle de 64,07. Et donc là, j'ai des chiffres. Distance Héliopolis 24,75. Ah oui, 24,76, on est toujours, c'est toujours un peu la folie. Si j'avais pris l'angle opposé, j'avais 24 km 76 multiplié par 618, ça donne 40,007. Ça nous donne encore on a 96, 24,96 hein, sur l'écran. Je le dis hein, parce que si. Non, 24,96, c'est en bas. Mais si j'étais allé où il y a l'angle 24. Ah oui, distance. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas vu. Moi, je reste bloqué sur le petit carré Google Earth là. Ah oui, oui, autant pour moi. C'est encore un truc que voilà, on n'a pas besoin, mais je le montre. Il y a toujours des trucs assez fous. 24,76 par 78. Alors je me suis trompé, c'est pas circonférence de la Terre à l'équateur, mais c'est circonférence de la Terre au pôle. D'accord. Voilà, donc 24,76 par le nombre d'or, ça donne la circonférence de la Terre à l'équateur. Donc à chaque fois, on a des trucs. Alors, je l'ai montré à Quentin, et Quentin retrouve encore des choses par rapport à des pierres romains, tout ça. Donc, voilà, c'est le feu d'artifice. On précise Quentin Leplat. Voilà. Quentin Leplat, ouais. Alors, on a un angle à 64,007. Donc, si je veux faire un angle droit, je ferai un angle à 154,07. Donc, je vais partir ici du haut de la pyramide, du nord-ouest de la pyramide, et je vais faire un angle à 154,07. J'explique aussi pourquoi je prends toujours l'angle nord-ouest, c'est celui qui est très important pour les départs. Donc, je veux faire un angle droit par rapport à l'obélisque, je fais un angle de 154,07 et je vais voir où je vais. Alors, tout à l'heure, on avait 30 milliards de mégalithiques et là, je vais faire 30 km. Là, je vais partir en kilomètres et je vais voir où je vais. Et avec un angle, vous voyez en même temps que moi, 154,07 la direction, vous avez l'angle, et vous avez la longueur de la carte, 30 km. C'est-à-dire qu'entre Jet des Frais et la rhomboïdale, à l'opposé, on a son angle opposé.
On a exactement 30 km. J'explique dans la conférence pourquoi, quand est-ce qu'on prend les angles opposés, quand est-ce qu'on prend le centre, mais ça va être trop long, donc je peux pas. Non, 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 Mais regardez bien, on a voilà, on 30 voit bien, km là, on a avec un angle droit 30, parfait 30 entre km. les frais et la rhomboïdale. Donc après, j'explique comment on l'a positionné, comment on a déterminé sa longueur, sa largeur, son périmètre. Tout est expliqué, pourquoi elle a cette forme. Et il suffit de venir voir les conférences. Mais là, simplement, j'aborde deux, trois choses pour vous Non, non, mais allumer les babines. Voilà. voilà, on met l'eau à la bouche, comme on dit. Mais c'est incroyable, avec un angle Voilà. de Et 90 tout est degrés, possible. 30 km. Voilà. Tout Et est ça possible. match, ce principe match avec toutes les autres. Là, on Alors, va voir la prochaine. donc on a 30 milliards de mégalithiques entre Héliopolis et Djedefé et 30 km entre Djedefé et Rhomboïdal. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'entre Héliopolis et une autre pyramide, on ait 30 km. Ça serait vraiment merveilleux. Allons-y. Là, c'est un petit schéma que j'ai fait. Bon, il n'est pas du tout au code, mais ça me permet dans la conférence de résumer. Vous n'en tenez pas compte, mais on peut le laisser. Alors, on va se servir de notre Donc, on va sur compas. Héliopolis, et puis maintenant, Voilà, c'est un compas. notre compas, l'obélisque. On va faire un cercle. C'est-à-dire que les bâtisseurs, s'ils sont sympas, ils ont mis sur ce cercle en tangente, à 30 km, ils ont mis une pyramide. On va vérifier. Voilà. Bien sûr, à l'opposé, toujours à l'opposé. Et on voit qu'on a exactement 30 km ici. Voilà. Incroyable. Police. Alors, il faut bien comprendre que l'obélisque, il sert simplement à faire un cercle. C'est-à-dire que quand les bâtisseurs ont fait l'implantation, ils ont dit sur ce cercle-là, il faut mettre une pyramide, mais pas forcément à cet endroit-là. Elle est quelque part en tangente sur ce cercle. Et avec G des frais, on va exactement positionner cette pyramide. Mais donc là, je n'aborde pas aujourd'hui tout ça. Mais c'est simplement vous montrer, simplement, on va en arrêter là. Mais c'est pour vous montrer que tout est positionné au système métrique avec un plan d'ensemble. Et là, c'est simplement, voilà, c'est l'amusement par rapport à ce qu'il y a après. Que vous verrez comment Kefren était positionné, parce que Kefren était positionné avant Keops. Kefren, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ouais, c'est de la folie. C'est d'une simplicité, mais c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc on va en rester là pour simplement. Voilà. C'est déjà, voilà, c'est déjà, comme on le disait avec Pierre, on se rencontre au fur et à mesure du temps. On est face à quelque chose de fantastique quand même quelque part. Voilà. Et j'insiste, toutes les pyramides ont été positionnées avec G. Desfray, qui est un bureau d'architecte. Alors peut-être qu'on peut juste reprendre le bureau d'architecte de G. Desfray pour montrer des choses un petit peu extraordinaires. Et puis on va arrêter là et puis on va reprendre la petite vidéo. Ok. Alors on va terminer avec G. Desfray. Donc ça, c'est des codes que j'ai pris sur Google Earth. Vous pouvez les vérifier. Alors j'aimerais bien aller en Égypte pour le voir en vrai. Donc c'est ce que je vais essayer de faire le plus tôt possible. Parce que G. Desfray, donc c'est le lieu où on a construit toutes les pyramides. C'est un bureau d'études, mais c'est aussi une table de mesure, et je vais vous le montrer. Est-ce que c'est ouvert au public, G des frais? Je pense, il n'y a pas de souci. C'est la grande excavation, on ne peut pas aller. Et là, il y a des choses intéressantes. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je peux révéler des choses aussi sur la grande excavation, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais il y a deux endroits qui sont assez énigmatiques. C'est G des frais, qui est un grand trou, et la grande excavation aujourd'hui. Et je pense que c'est des lieux qui, à mon avis, qui étaient remplis d'eau, à mon avis, ou d'un liquide quelconque, je pense. Voilà. Mais c'est pas moi qui vais te contredire, voilà. Eric, sur ce point-là. Alors, vous allez voir, c'est G des frais, c'est extraordinaire, hein, ce lieu, ce bureau d'études, ces tours de contrôle. Alors, je vais faire marcher mon PowerPoint s'il veut bien marcher. Voilà. Donc, si je prends cette distance-là, alors là, c'est sur PowerPoint, donc ne tenez pas compte de la précision des droites, il faut les vérifier sur Google Earth, parce que là, j'ai simplement reporté ce que j'ai trouvé sur Google Earth. Cette distance entre les deux murs extérieurs ici, elle est de 161 mètres 80, donc il faut le vérifier sur place, mais sur Google Earth, c'est assez précis, donc on a ici donc, le nombre d'or. Ici, entre les deux murs, là, c'est pas assez précis, mais vérifiez sur Google Earth, hein, tout ce que je fais, vous pouvez le refaire. Donc, en faisant un agrandissement et puis vraiment en pointant les curseurs au bon endroit. Après, avant de dire c'est faux, c'est pas précis, faites-le sur Google Earth, vous verrez. Donc, je prends les extérieurs des murs ici. Là, j'ai 52,36 mètres, c'est-à-dire qu'on a la coudée royale. Le jaune ici, on a 89,144, on a l'yard mégalithique. On a autre chose de l'autre côté, mais il faut que je vérifie. Mais normalement, on a aussi quelque chose jusqu'au bout.
Oui, on est vraiment là dans un bureau d'architecte et on va dire un petit peu à la Le Corbusier, ils ont Voilà. intégré dans ce bureau Toutes les mesures qu'ils ont utilisées. voilà. Voilà. Et puisqu'ils dominaient tout le plateau d'Égypte à ce moment-là. Mhm. Alors, c'est pas fini, hein, bien sûr. Et non, je me doute. Voilà. Alors, la diagonale ici, elle est assez intéressante. Intérieure, elle fait 180 mètres. C'est-à-dire que 180 mètres, c'était le carré qui coupait la Terre en deux tout à l'heure. Tout à l'heure. Mhm. Donc, ça veut dire que les deux côtés font 12. Donc, ici, vous avez le carré, les 180. C'est-à-dire que les deux côtés, ici, vont faire le diamètre de la Terre, 12 742. Puisqu'on a la Terre, bien sûr, on va trouver la Lune quelque part. Puisqu'on retrouve donc le schéma ici. 127 mètres 42, 127 mètres 42. Et le vert, il est un peu plus court. Il ne fait pas 180 mètres, il fait 173,7, c'est-à-dire le rayon de la Lune. Le rayon de la Lune, on le retrouve ici entre les extérieurs. Voilà, on n'a pas trouvé le mètre, on va le trouver peut-être ici. Avant, ici, entre. Alors, vous voyez, il y a des encoches dans les petits murs. Oui, Donc, il y a oui. une encoche en bas, il y en a une encoche en haut, il y en a une encoche tout en haut. Donc, le trait violet ici, il fait exactement 314 mètres. Donc, c'est Pi exprimé en mètres. Alors, ici, entre les deux encoches, ici, en plein milieu des encoches, ici, on a exactement 100 mètres. On a exactement 100 mètres. Tout ça, vous pouvez le vérifier. Là, on a exactement 100 mètres dans les extérieurs. Là, on a exactement 100 mètres. Toujours avec ces petites encoches dans les murs, etc. Voilà, voilà. Là, on a exactement 100 mètres. Et là, on a exactement 50 mètres. Mais il ne connaissait pas le mètre, Eric. Avec ce qu'on appelle la méthode empirique, on pourrait dire oui. Avec la méthode zététicienne, non. Ouais, mais là, si on commence à faire des statistiques de probabilité, ça commence à devenir un petit peu inquiétant pour. Là, je suis en train de regarder mon meuble de cuisine et je m'imagine discuter avec un zététicien et puis lui dire, tu vois le placard là qui est juste à côté, là, si ça se trouve, il y a un pot de confiture dans le placard. Et le mec, il va me dire, prouve-moi qu'il y a un pot de confiture. Mais je te dis pas qu'il y a un pot de confiture. Je te dis peut-être qu'il y a un pot de confiture, c'est tout. Voilà, je ne vais pas te le prouver. Tu me crois du coup, voilà. Et c'est ce que je fais, moi. Je dis peut-être qu'il y a le maître, voilà. Après, moi, je le prouve pas, je le montre d'une manière. On le montre, c'est tout. C'est des choses, voilà, factuelles. On les mesure, ils sont là. Bon, à un moment, le hasard, il sort le drapeau blanc. Moi, je dis, hein, arrêtez, Le mec, il va me dire, lâchez-moi, quoi. Il peut me dire deux choses, c'est faux, il a le droit. Il peut me dire c'est le hasard. S'il me dit c'est le hasard, il faut qu'il me le prouve par le calcul de probabilité. Exactement. Donc le petit trait jaune ici, il fait 2 fois 61 mètres 80, donc l'inverse du nombre d'or. Il y a plein d'autres choses, mais je ne peux pas les dévoiler ici. Non, mais déjà, là, on a quand même. Les autres, c'est encore plus fou. On a un bon échantillon du cabinet d'architectes, là. Ils ont. Ouais. Mais les autres que je ne vais pas donner aujourd'hui sont encore plus folles, mais je les réserve aux gens qui vont venir voir la conférence. Voilà. Voilà, bon, on en arrête là. Voilà. Ouais, donc c'est passionnant parce que voilà, bon, on se rend compte déjà au sein d'une structure comme la pyramide, la grande pyramide, voilà, ça recèle dans tous les coins de géométrie, de mathématiques. Il y a aussi ce rapport avec la Terre et la Lune, hein, qui est extrêmement prononcé dans Khéops. Ils ont des nombres d'or. Exactement. Donc, et là, on se rend compte qu'en plus, on peut aussi constater cette géométrie sacrée, mais c'est étalé sur des centaines de kilomètres, quoi. Ouais. Voire sur toute la Terre, voire sur toute la Terre et la Lune. Et c'est là où ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice versa, quoi. Et on retrouve ça aussi dans les étoiles. Moi, je vous invite à lire le livre de José Frendelvel, L'or des étoiles. On se rend compte qu'on retrouve ce même principe géométrique mathématique inséré dans Mercure, dans Vénus, etc., etc. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est difficilement explicable d'un point de vue rationnel. Mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter de penser d'une manière rationnelle et s'ouvrir l'esprit, quoi, parce que sinon on va tourner en rond, quoi. On va jamais avancer dans cette histoire. Si on admet que le maître il était connu,
ça devient hyper rationnel, puisque c'est pas de la géométrie sacrée, c'est de la géométrie. C'est un géomètre, c'est un plan, j'explique un plan. Donc Non, mais celui ce qui devient irrationnel, c'est comment ont-ils fait pour travailler sur d'aussi longues distances. ouais. Mais là, bon, là sur la première conférence, on est sur 15 000 ou 20 000 km. Là, on est sur vraiment le plateau de Gizeh. Donc là, on est Oui, sur. oui, Voilà. on est à moindre échelle, on peut travailler. Voilà, on parle de 60 km, Mais là, 65. ouais, là, on travaille sur des distances quand même de 30 km. Là, entre j'ai des frais Médoum, il y a 65 km. Donc on Voilà. travaille entre le nord et le sud sur 65 km. Donc pour un géomètre, c'est facile. Et puis, oui, mais quel outil ont-ils utilisé? Puisque bon, faire la route à pied, hein, bon, avec le dénivelé, etc., ça marche pas, De quoi. toute façon, voilà, pour moi, on ne peut pas expliquer puisque c'est une autre civilisation. Hein, donc on Oui, n'a pas. il devait utiliser un système C'est de les- triangulation très poussé. Pourquoi comment on a construit Khéops? Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Pourquoi on l'a construit à cet endroit-là? Ça devient plus intéressant. Ouais, bah Et ça c'est le. à quoi ça sert, voilà. Mais Si, ça, si j'ai un stylo, je vais savoir. Ce qui m'intéressait, c'est à quoi ça sert, comment il a été construit. Mon stylo, j'en ai rien à fiche. Hein. Mhm, Ouais, mhm. mon but, et comme toi aussi, c'est essayer de comprendre à quoi ça sert. C'est Parce que ça. des gens qui vont passer leur vie à essayer de comprendre comment on les a construits, on Mm. s'en fout. Hein. Oui, c'est comme C'est un quelqu'un aborigène du circuit. ouais, qui va trouver une voiture, il va passer sa vie à comprendre comment a été construite la voiture, mais il va même pas en profiter, il va pas rouler avec parce que Tu connais pas l'essence et il pourra chercher toujours à quoi ça reste. c'est ça, quoi. Et il peut peut-être faire pipi dans le réservoir, hein, ça peut peut-être fonctionner, je sais pas. Mais voilà, nous, le problème, c'est que les archéologues, ils sont confrontés à une espèce d'idéologie. C'est-à-dire que bon, c'est des gens qui récitent, donc ils ne veulent pas les critiquer. Tout ce que leur a appris leur père, c'est paroles d'évangile. Donc ils sont obligés de croire ce que leur a appris leur père. Donc déjà, c'est soit une sépulture, soit un temple, soit un lieu sacrificiel. Donc tout va être expliqué par ces trois trucs-là. C'est ça. Voilà. Et si c'est pas. Alors, si toi tu dis c'est sacrificiel ou c'est un temple ou c'est. Ah bah là, tu as, t'as la médaille fils, tu as, la plus belle médaille. Mais Mhm, si tu sors de ces trois trucs, mhm. ben là, tu es un hérétique. Oui, tout de suite, on va coller la religion à ces personnes-là, et c'est l'explication officielle et on va pas chercher plus loin. Ah non, ces personnes-là, Ce qui est vraiment dommage. Ce qui est vraiment ils faisaient dommage. que ça. Ils faisaient que de prier ou de Mhm, tuer quelqu'un pour faire des offrandes. Ils mhm, faisaient rien d'autre, ces gens-là. Rien. mhm, mhm. Et pendant quand même Ah, ils fabriquaient des pyramides quand même. pendant 2 millions d'années, ils n'ont pas fait grand-chose. Mhm. Et puis tout d'un coup, pendant que nous on se prenait en peau de bête, comme disait Patrice, hein, en peau de bête, ces mecs-là, ils faisaient des trucs monstrueux pendant en gros, c'est 300 ans. Ouais, 300 ans, c'est c'est ça. 3500 ans. Et Des puis trucs après, ils ont fait monstrueux, des. incompréhensibles, c'est incroyable, incroyable. Et c'est ça qui est passionnant, moi je trouve, dans nos recherches. Voilà. Et puis C'est- voilà, moi, c'est un mec qui est un peu intelligent, un bâtisseur de lotissement, il va dire ben, pour économiser les coûts, ben, les 15 maisons, je les fais au même endroit. Hein, on va pas faire 15 pyramides ou 7 pyramides comme ça, 50, 40 Mhm, km, mhm. quand c'est l'infrastructure qu'il faut faire pour les maisons, des milliers de maisons, des routes, des ports et tout ça, à chaque fois qu'on fait une pyramide. Donc, ça tient pas la route. Certains vont peut-être te reprocher aussi. Là, on essaye de réfléchir avec notre pensée actuelle. On se dit, on veut maîtriser les coûts parce que, bah, évidemment, faire des édifices comme ça coûterait énormément d'argent à reproduire aujourd'hui. Donc, on veut minimiser les coûts, comme tu parles de, voilà, une résidence, des pavillons, on va tout mettre au même endroit. Bon, certains vont te reprocher qu'eux, ils n'avaient pas du tout cet esprit-là, hein. Ils s'en fichaient du coup combien ça allait Ah, mais coûter. un temps. Ils avaient le temps de règne du pharaon hein, pour le Mais construire. après, c'est ça, Donc, si c'est au toi, il niveau faut de faire la. une pyramide, au moins 10 ans pour faire les maisons pour les ouvriers, le port, les routes, Oui, la tendance, parce qu'il faut prévoir les champs c'est pour, ça. euh, pour nourrir les gens, l'eau, l'assainissement, Ah oui, à parce chaque que fois. 20 000 ou même 10 000 ouvriers, bon, faut quand même gérer le personnel, quoi. Et puis les mecs, 10 ans après, on leur dit, bah non, tu déménages à 40 km et tu refais ta maison. Non, mais non, ça tient pas la route. Surtout avec Snefrou. Ah, ils ont dû Donc, les tester, lui, hein. Purée, il est pas barbant, le pharaon. C'est la troisième qui nous fait faire, là, c'est bon, hein. alors, Snefrou, il se fait trois pyramides. Alors, son père lui fait la même connerie, mais dans la même pyramide. Il fait trois chambres. Ouais, bah, écoute. Voilà. Ils sont tombés trois fois, mais dans la même pyramide. Il a fait trois chambres.
Ah bah, et en plus, ils sont cons parce qu'il Khéops, il a recommencé, lui. Il s'est refait 3 chambres, une en bas, une au milieu, bon, finalement, Ouais, qu'il a filé à sa reine, et puis il s'en est refait une au-dessus. voilà. Il a même pas compris la leçon du. Ouais, non, mais. Ils ont perdu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il avait changé d'architecte entre-temps aussi. Ah, je sais pas qui c'était. Ouais. Et voilà, Non, mais il y a des fois, bon, on est méchant, c'est risible, mais bon, voilà. voilà, mais voilà. Ah, Le problème, c'est qu'on est toujours sur la défensive. Ces gens-là viennent nous voir et on est sur les défensives à se justifier. Mais eux se justifient jamais. hum, Mais quand tu leur poses la question de Snifrou, le déplacement des chantiers, le temps que ça a pris et comment ils ont fait les ports, est-ce qu'on a des preuves qu'ils ont fait des ports à cet endroit-là? Parce hum. qu'a priori, on ne trouve pas les lieux. S'ils ont fait des ports pour décharger des pierres de 40 tonnes, ça doit se trouver, hein. Ben non, a priori, il n'y a rien. Donc, et multiplié sur 600 km, puisqu'on a des pyramides, on les a fait sur 600 km Oui, oui. entre Assouan et Gizeh. Donc, on devrait y avoir des traces quand même, mais non. Ah oui, parce que pour manipuler des blocs de plusieurs dizaines de tonnes de granit, hein, et puis les extraire de la carrière, les monter sur un bateau, remonter le Nil, les décharger, les monter sur le plateau et les remonter dans la pyramide. C'est quand même facile de l'archéologie officielle, ils ont un petit peu de moyens, de débiter une pierre de 40 tonnes à Assouan, de Et ça a trouver un été bateau. fait, ça a été fait, et ça a été fait. Je sais pas si Ça tu te marchait. rappelles cette expérience, mais c'était une pierre de, je sais plus combien de faisait de tonnes. Je crois que c'était 5 tonnes, je crois, hein. C'était un Ça petit bébé, marchait. quoi. Ça Bon, bah marchait. déjà ils l'ont ramené avec un camion plateau, ils l'ont déchargé avec une grue. Bon, déjà, ils ont un peu triché sur ce coup-là. Et puis, une fois qu'ils l'ont mis sur le bateau qu'ils avaient confectionné, soi-disant avec les répliques des péniches de l'époque, bon, bah, le bateau, il y a un moment, il a pris la flotte, il a commencé à pencher. Sérieusement, ils ont tout repris. Enfin, c'est un fiasco, c'est pas possible, quoi. Ah, ça, Alors là, quand on parle, comme je vous dis, hein, la plus grosse poutre qu'on retrouve dans la chambre haute de Khéops, la plus grosse poutre de granit qui vient d'Assouan, elle fait quand même quasiment 70 tonnes, je crois. je leur demande pas grand-chose, hein. Je leur demande pas de construire une pyramide. Je leur demande simplement de ramener une pierre de 40 Oui, tonnes d'Assouan, de la tailler, hein, de la de la tailler, tailler, de l'extraire, de la avec cheminer de sur un port. l'orite, hein, de la tailler, Hum, de trouver le bateau, de la charger sur le bateau avec les moyens qu'ils imaginent de l'époque, de hum. la ramener, de la décharger, de la positionner sur le bateau de Gizeh. Je leur demande pas grand-chose. Bah, puis ça doit Ah, pas prendre beaucoup ça, de temps, puisqu'en 20 ans, ils font des pyramides. Alors, ils ont dû les extraire rapidos, les Égyptiens. Donc, ça doit être facile à faire, hein. Ça doit être bah oui, simple, hein. bah oui. Et Bon. pourquoi ils ne le font pas? Ils nous font des petits dessins. Ça, pour la faire de la bande dessinée, ils sont chapeau. Hum, Mais pour hum, nous faire du vrai, parce que hum, ces gens-là, nous, on était peut-être des pseudo-archéologues, mais c'est des pseudo-maçons, hein. C'est des gens qui n'ont jamais mis 3 parpaings alignés avec un peu de ciment, hein. Parce que s'ils avaient posé des parpaings comme on a fait, toi et moi, ben, on sait que ben, on fait pas une pyramide avec des parpaings comme ça, sans c'est avoir. ça, c'est ça. Alors après, c'est ce que Patrice disait dans l'RDP, hein, qui fait du sensationnel? Est-ce que c'est nous, hein, qui imaginons des choses qui paraissent complètement farfelues, ou est-ce que c'est eux qui nous disent que ça a été super simple, ils ont pris les blocs de 40 tonnes, hop, ils les ont montés là-haut, les finger in the noise, qui fait du sensationnel dans l'histoire, quoi. Voilà. Ah oui. C'est pas nous, nous, on est factuels, hein. Voilà. On est factuels. Moi, j'ai pas de théorie. Mm, Moi, j'explique pas comment elles étaient construites, hein. J'explique mm, comment elles ont été positionnées avec simplement de la géométrie. Et donc, il n'y a rien moins d'alternatif, hein. Ça ne peut pas être plus concret, plus factuel. Donc, mm. j'incite les gens à voir mes conférences. Donc, soit on organise une vidéo, soit avec toi, ou voilà. Et puis, autrement, ben, à Paris, je crois le 19 avril, mais je vais vérifier. Mhm. Il y a tous ceux qui veulent me recevoir avec mon petit van. Je me balade et puis on se retrouve et je vous montre tout ça, comment le plateau de Gizeh est positionné en mètres, la chronologie exacte des pyramides, et normalement, il y a pas de discussion possible. Mhm. Ah bah écoute, ça va être passionnant. Donc voilà, on vous a mis l'eau à la bouche ce soir avec Eric. Donc je le répète, je mettrai sous la vidéo les liens pour prendre contact avec Eric D'accord, voilà. pour la conférence à l'Agora. Tu as une date? Je crois que c'est le 19 avril, mais je vais te la redonner, 19 hein. avril, ok, Je crois, de toute façon, je te la donnerai, autrement, il faut aller sur le site de l'Agora, ça sera marqué. d'accord, C'est un ok. mercredi. On mettra tous les liens. Bah écoute Eric, je te remercie vivement. Ben, de rien. C'était vraiment encore passionnant ce soir, hein. Voilà, tu nous as fait découvrir des choses. Il y en a qui vont avoir le cerveau en ébullition après la J'avais vidéo. expliqué pourquoi la rhomboïdale est arrondie comme ça. Voilà, Vous allez aussi. voir, c'est tout bête.
Ok. Voilà. Bah écoutez, merci encore Eric. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo chez mon petit youtubeur, de mettre des pouces, des commentaires. Et puis voilà, la vidéo sera mise de plus en plus en avant avec l'algorithme YouTube. Voilà. Merci aux copains avec qui on discute beaucoup. Et puis merci Hervé aussi qui nous accueille deux fois sur le monde mystérieux où il y a 2 conférences de 2 heures. Aussi, Hein, je vous invite à revoir cette session qu'on avait fait avec Hervé sur la géométrie sacrée. qu'on donne un petit peu de lumière sur mes travaux. Voilà, Voilà, merci. exactement. Allez, À bientôt. ciao tout le monde. À bientôt sur Horus. Thank you.